La douce lueur du coucher de soleil d'automne filtrait à travers les rideaux, jetant une teinte chaude sur le visage de Sarah Mitchell alors qu'elle fixait le test de grossesse positive dans ses mains tremblantes. Le temps semblait s'être arrêté dans leur modeste maison de banlieue juste à l'extérieur de Boston, où les érables commençaient à prendre des teintes brillantes de rouge et d'or. Son cœur battait avec un mélange de joie et d'incrédulité lorsqu'elle entendit le son familier de la clé de David dans la porte d'entrée. La grande silhouette de David Mitchell apparut dans l'embrasure de la porte, ses cheveux noirs légèrement ébouriffés par le vent d'octobre. Ses yeux bleus rencontrèrent les siens, et à cet instant, il sut que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Le sourire radieux de Sarah lui dit tout avant qu'elle ne puisse prononcer les mots. « Nous allons avoir un bébé », murmura-t-elle, des larmes de joie coulant sur son visage. David traversa la pièce en 3 longues enjambées, l'enveloppant dans ses bras. L'odeur de son pull en laine se mêla à son eau de Cologne familière alors que Sarah pressait son visage contre sa poitrine, leur rêve partagé devenant enfin réalité. Ils avaient attendu ce moment pendant 3 ans, au milieu de déceptions et de faux espoirs, mais leur patience avait été récompensée. Au cours des semaines qui ont suivi, leur modeste maison coloniale s'est transformée en un sanctuaire d'anticipation. David a passé ses week-ends à préparer la chambre d'enfant, la précision de son architecte étant évidente dans chaque détail. Sarah le retrouvait souvent tard le soir, penché sur des échantillons de peinture et des côtes de sécurité pour les berceaux, son dévouement à créer l'espace parfait pour leur enfant la touchant profondément. La première échographie est devenue une étape gravée dans leur cœur pour toujours. Le rythme régulier des battements de cœur de leur bébé a rempli la salle d'examen, les faisant tous deux pleurer. Le docteur Amanda Chen, leur obstétricienne expérimentée, a souri chaleureusement en montrant des mains et des pieds minuscules sur l'écran noir et blanc granuleux. Tout semble parfait, leur a assuré le docteur Chen, ses yeux gentils se plissant au coin. Votre bébé se développe magnifiquement. Ce soir-là, ils étaient assis sur leur terrasse arrière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de rose éclatants. La main de David reposait de manière protectrice sur le ventre toujours plat de Sarah alors qu'ils discutaient des prénoms et partageaient leurs espoirs pour l'avenir de leur enfant. Et Benjamin pour un garçon, suggéra David, sa voix douce d'émerveillement. Après mon grand-père ? Sarah s'appuya contre sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur. Benjamin Mitchell, elle testa le nom sur sa langue. J'adore ça. Et pour une fille ? Grace, dit David sans hésitation. Parce que c'est ce qu'elle serait pour nous. Alors que l'hiver se fondait dans le printemps, le corps de Sarah changeait au gré des saisons. Ses nausées matinales s'estompèrent, remplacées par une énergie qui semblait rayonner de l'intérieur. Elle prit l'habitude de parler au bébé tout au long de la journée, partageant ses pensées et ses rêves pendant qu'elle enseignait à sa classe de 4e année à l'école élémentaire Lincoln. David devint encore plus attentif, si c'était possible. Il revenait de son cabinet d'architecte avec des friandises spéciales, des fraises bio en février, des chocolats importés et des livres sur la parentalité. Ils passaient leur soirée à lire ces livres ensemble, la voix de David étant ferme et sur d'elle tandis qu'il absorbait tous les détails sur ce à quoi s'attendre. Le premier coup de pied est venu un dimanche matin calme. Sarah était en train de corriger des copies à la table de la cuisine lorsqu'elle l'a senti, un battement définitif qui l'a fait halter. David s'est précipité à ses côtés, et ils ont attendu ensemble, les mains entrelacées sur son ventre qui grossissait, jusqu'à ce qu'un autre coup de pied récompense leur patience. « Salut, petite », murmura David, sa voix pleine d'émotion. « Nous avons hâte de te rencontrer. » Leur chien, Max, un gentil golden retriever aux yeux bruns pleins d'âme, semblait sentir le changement imminent dans leur dynamique familiale. Il a commencé à suivre Sarah partout, posant sa tête sur ses genoux pendant les moments calmes et se positionnant de manière protectrice à proximité lorsque des visiteurs venaient à la maison. Son dévouement les a touchés tous les deux, sachant que leur enfant aurait pu être un gardien fidèle depuis le début. Alors que Sarah entrait dans son 3e trimestre, la chaleur estivale apportait de nouveaux défis. David a installé des unités de climatisation supplémentaires et transformé leur chambre en un sanctuaire frais. Il massait ses pieds gonflés le soir, racontant des histoires sur sa journée de travail pendant que Sarah s'endormait et se réveillait d'une somnolence confortable. Leur baby shower, organisé par la meilleure amie de Sarah, Emma, a transformé leur jardin en une célébration de la nouvelle vie. Amis et famille se sont réunis sous des tentes blanches, partageant des conseils et des histoires pendant que Sarah ouvrait les cadeaux. David est resté à ses côtés, son sourire fier ne vacillant jamais alors qu'il l'aidait à déballer de petits vêtements et des articles essentiels pour bébé. La chambre d'enfant s'est assemblée pièce par pièce, des murs gris doux avec des bordures blanches,
une chaise à bascule en bois fabriquée à la main par le père de David et un mobile d'étoiles et de lune qui projetait de douces ombres dans la lumière du soir. Sarah se retrouvait souvent debout dans l'embrasure de la porte, imaginant les moments qu'ils partageraient dans cette pièce. À l'approche de la date prévue de l'accouchement, Sarah et David ont suivi ensemble des cours d'accouchement au Massachusetts General Hospital. Ils ont pratiqué des techniques de respiration et discuté de leur plan d'accouchement, tous deux déterminés à être aussi préparés que possible. David a pris des notes méticuleuses, l'attention de son architecte aux détails s'étendant à chaque aspect de leur préparation à la parentalité. La dernière échographie a montré que leur bébé était en parfaite position pour l'accouchement. Le docteur Chen les a félicités pour leur dévouement à suivre toutes les recommandations, notant que la grossesse de Sarah s'était déroulée à la perfection. Ils ont quitté le rendez-vous main dans la main, s'arrêtant dans leur café préféré pour un dernier déjeuner paisible ensemble avant que leur vie ne change à jamais. Les premières contractions ont commencé par une chaude soirée de septembre. Sarah pliait les vêtements de bébé lorsqu'elle a senti le premier resserrement dans le bas de son dos. Elle a respiré calmement, comme il l'avait pratiqué, tandis que David chronométrait les contractions et les emballait. Le trajet jusqu'à l'hôpital était surréaliste, les lumières de la ville se brouillant devant leurs fenêtres tandis que David naviguait dans le trafic nocturne de Boston. Sarah se concentrait sur sa respiration, serrant la main de David pendant les contractions tandis qu'il murmurait des mots d'encouragement. Tout se passait comme prévu jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu lors d'un contrôle de routine des signes vitaux de David. Il avait insisté pour rester aux côtés de Sarah pendant les premières étapes du travail, mais l'infirmière a remarqué que sa couleur n'était pas correcte. En quelques minutes, David s'est effondré, se tenant la poitrine. La salle d'accouchement paisible a explosé dans le chaos. Le personnel médical s'est précipité à l'intérieur, leurs voix urgentes se mêlant au bip régulier des moniteurs. Sarah a regardé avec horreur alors qu'il commençait la réanimation cardio-pulmonaire sur David, ses propres contractions s'intensifiant à chaque instant. La tension artérielle chute rapidement. Appelez un chariot d'urgence ici. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur Mitchell? Les heures suivantes se sont écoulées dans un flou de douleur et de peur. Le travail de Sarah progressait sans relâche tandis qu'une équipe médicale distincte luttait pour sauver la vie de David. Elle pouvait les entendre s'occuper de lui dans la pièce adjacente, chaque son lui transperçant le cœur alors qu'elle traversait sa propre épreuve. Le docteur Chen est resté avec elle, sa présence calme comme une encre dans la tempête. « Concentre-toi sur ton bébé, Sarah », l'a-t-elle exhorté doucement. « David voudrait que tu sois forte en ce moment. » Le bébé est arrivé au moment même où le soleil commençait à se lever, son premier cri se mêlant au son des sanglots de Sarah. Un garçon, Benjamin David Mitchell, 7 livres et 6 onces de vie parfaite. Mais David était parti, son cœur ayant lâché pendant la nuit, une maladie non diagnostiquée auparavant l'emportant au moment même où son fils est venu au monde. Sarah tenait son fils nouveau-né avec des bras tremblants, ses petits traits ressemblant déjà à ceux de son père. Le nez froissé de Max, la même position déterminée de son menton. À travers ses larmes, elle pouvait voir David dans chaque détail du visage de leur enfant. La chambre d'hôpital remplie de S. Il faisait souvent jour, mais Sarah n'avait jamais ressenti une telle obscurité. Les infirmières se déplaçaient silencieusement autour d'elle, leurs visages emplis de sympathie tandis qu'elle vérifiait ses signes vitaux et l'aidait à faire ses premières tentatives d'alimentation. Son lait arrivait en force, son corps poursuivant son impératif biologique alors même que son cœur se brisait en 1000 morceaux. Emma arriva la première, le visage strié de larmes alors qu'elle serrait son amie dans ses bras. Elle se chargea d'appeler les membres de la famille et de s'occuper des dispositions immédiates qui devaient être prises. Sarah était reconnaissante de la force de son amie, incapable de former des pensées cohérentes au-delà des besoins de base de son fils nouveau-né. Les jours qui suivirent passèrent dans un brouillard de chagrin et de responsabilité. Sarah s'occupa machinalement de Ben, son corps fonctionnant à l'instinct pur tandis que son esprit s'efforçait de gérer l'ampleur de sa perte. La chambre d'enfant qu'ils avaient préparée ensemble devint à la fois un sanctuaire et une chambre de torture, chaque détail rappelant l'attention affectueuse de David. La nuit, quand Ben dormait dans son berceau soigneusement choisi, Sarah se pelotonnait dans le fauteuil à bascule, serrant contre sa poitrine un des pulls de David. La laine portait encore son odeur, un fait qui la réconfortait et la dévastait à la fois. Max s'allongeait à ses pieds, sa présence chaleureuse un réconfort silencieux dans l'obscurité. La mère de David, Eleanor, arriva de Chicago dès qu'elle put prendre des dispositions. Son propre chagrin était évident dans les nouvelles rides autour de ses yeux, mais elle emménagea dans la chambre d'amis sans hésitation, déterminée à aider sa belle-fille à traverser ses premiers jours impossibles.
La présence d'Eleanor était à la fois une bénédiction et un cruel rappel. Elle partageait les yeux bleus de David et ses manières douces, des traits qui faisaient serrer le cœur de Sarah à chaque fois qu'elle les apercevait. Mais elle apportait également une force constante au foyer, prenant en charge la cuisine et le ménage pendant que Sarah se concentrait sur les besoins de Ben. Les funérailles eurent lieu un jour d'automne étonnamment chaud, les mêmes érables qui avaient vu leur joie s'éteindre maintenant les feuilles de l'Eden étaient déposées sur le cercueil de David. Sarah se tenait au bord de la tombe, Ben blotti contre sa poitrine, incapable de comprendre la finalité du moment. Les amis et la famille les entouraient, leur présence à la fois soutenante et étouffante. Les collègues de David du cabinet d'architecture étaient présents en nombre, partageant des histoires sur son dévouement et sa créativité. Sarah écoutait avec stupeur tandis qu'il louait ses dernières créations, des projets qu'il ne verrait jamais aboutir. Chaque anecdote était un autre rappel de l'avenir qu'ils avaient perdu. Le retour à la maison est devenu un exercice d'endurance. Chaque pièce contenait des souvenirs de David, sa tasse de café toujours posée sur son bureau, son carnet de croquis ouvert sur sa dernière création, ses chaussures soigneusement alignées près de la porte. Sarah s'est retrouvée à éviter certains espaces, créant de nouveaux chemins dans la maison pour minimiser le contact avec ses souvenirs douloureux. Les besoins de Ben ont fourni un emploi du temps implacable qui a forcé Sarah à continuer d'avancer. Nourrir, changer, rôter, dormir, le cycle a continué malgré son chagrin. Eleanor prenait des gardes de nuit quand elle le pouvait, mais Sarah insistait souvent pour s'en occuper elle-même, profitant des heures calmes pour parler à son fils de son père. « Ton papa t'aimait tellement », murmurait-elle, traçant les petits traits de Ben dans la faible lumière de la chambre d'enfant. « Il était si heureux de te rencontrer. Il avait tellement de projets. » Max restait une présence constante, son dévouement envers Sarah et Ben était inébranlable. Il se plaçait sous le berceau pendant les siestes, attentif à chaque bruit. Pendant les séances d'alimentation, il posait sa tête sur le genou de Sarah, offrant un soutien silencieux pendant les longues nuits. Le premier rendez-vous chez le pédiatre fut particulièrement difficile. Le bureau du docteur Thompson était rempli de familles heureuses, leur joie contrastant fortement avec l'existence creuse de Sarah. Eleanor les accompagnait, s'occupant des formalités administratives pendant que Sarah se concentrait sur le maintien du calme de Ben. « Il prend du poids magnifiquement », le rassura le docteur Thompson, ses yeux bienveillants observant l'apparence épuisée de Sarah. « Vous faites un travail formidable B, Madame Mitchell. » Le titre lui semblait désormais inapproprié, un rappel de tout ce qu'elle avait perdu. Sarah parvint à esquisser un faible sourire, mais les mots résonnèrent dans sa tête bien après avoir quitté le bureau. Madame Mitchell eut une veuve à 28 ans, avec un fils nouveau-né qui ne connaîtrait jamais son père. Au fil des semaines, le chagrin de Sarah commença à prendre une tournure plus sombre. Elle s'occupait de Ben, mais émotionnellement, elle se sentait de plus en plus déconnectée. La joie qu'elle s'attendait à ressentir en tant que nouvelle mère était éclipsée par un sentiment accablant de perte et de culpabilité. Eleanor remarqua le changement, observant avec une inquiétude croissante les réponses de Sarah à Ben devenant plus mécaniques. Les roucoulements affectueux et les caresses douces furent remplacés par des soins efficaces, presque cliniques. Pendant les repas, Sarah fixait le mur d'un air absent au lieu de s'engager avec son fils. « Sarah, mon cœur », s'aventura Eleanor un soir, après que Ben eût été couché pour la nuit. « As-tu pensé à parler à quelqu'un ? Un professionnel ?» Sarah répondit automatiquement, sur la défensive. « Je vais bien. Ben est en bonne santé, c'est ce qui compte. » Mais elle n'allait pas bien, et au fond d'elle-même, elle le savait. Le fossé se creusait de jour en jour, un gouffre se creusait entre elle et son fils. Les traits de Ben, si semblables à ceux de David, devenaient pénibles à regarder. Ses sourires innocents, plutôt que d'apporter de la joie, servaient de rappels amers de tout ce qu'ils avaient perdu. Max semblait sentir la tension croissante dans la maison. Le chien fidèle commença à passer plus de temps aux côtés de Ben, se positionnant souvent entre le bébé et Sarah, comme pour protéger l'enfant de l'absence émotionnelle de sa mère. Ses yeux bruns suivaient Sarah dans la paix. Yes, empli d'une sagesse qui semblait presque humaine. Le séjour temporaire d'Eleanor s'étendit sur des semaines, puis des mois. Elle regarda, impuissante, Sarah se replier davantage sur elle-même, se livrant aux gestes de la maternité tout en se détachant de plus en plus de la réalité. La jeune enseignante dynamique qui avait conquis le cœur de son fils s'effaçait hélas, remplacée par un fantôme qui existait simplement. Ben s'est épanoui malgré le vide émotionnel, en grande partie grâce à l'attention affectueuse d'Eleanor et à la tutelle constante de Max.
Il a commencé à montrer des signes de sa personnalité, la détermination de David, le sourire rapide de Sarah, même si elle le voyait rarement maintenant. Eleanor documentait ces moments, espérant qu'un jour Sarah voudrait en savoir plus. Le point de rupture est arrivé progressivement, puis d'un seul coup. La maladie soudaine d'Eleanor, une forme agressive de pneumonie, l'a envoyée à l'hôpital, laissant Sarah seule avec Ben pour la première fois depuis la mort de David. La responsabilité qu'elle partageait est soudainement tombée entièrement sur ses épaules, et le poids s'est avéré trop lourd à porter. Une nuit froide d'hiver, après des heures de pleurs inconsolables de Ben, quelque chose en Sarah s'est brisé. Les murs de la maison semblaient se refermer sur elle, chaque surface contenant des souvenirs auxquels elle ne pouvait échapper. L'absence de David semblait plus aiguë que jamais, et les cris de Ben semblaient faire écho à une accusation. Dans un moment de désespoir total, Sarah prépara un petit sac contenant les affaires essentielles de Ben. Ses mouvements étaient mécaniques, dictés par une obscurité qu'elle ne pouvait nommer. Max regardait depuis la porte, son comportement calme habituel remplacé par une agitation évidente. La marche vers la gare était surréaliste, les lampadaires projetant de longues ombres sur les trottoirs vides. Sarah se déplaçait comme en transe, Ben blotti contre sa poitrine, inconsciente du trouble intérieur de sa mère. Max la suivait à distance, ses ongles claquant sur le béton à un rythme qui correspondait au battement de cœur de Sarah. La gare était déserte à cette heure tardive, les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de sa tête. Sarah se tenait au bord du quai, l'esprit embrumé par le chagrin et l'épuisement. Dans sa pensée déformée, elle s'était convaincue que Ben serait mieux sans elle, que quelqu'un d'autre pourrait lui donner l'amour qu'elle semblait incapable de lui donner. L'aboiement de Max brisa le silence de la nuit, faisant sursauter Sarah de ses pensées dangereuses. Le son était suivi, Sarah ? Tout va bien ? La voix inquiète de Tom coupa le brouillard dans son esprit. Il s'approcha prudemment, observant la scène avec une inquiétude croissante. Max se positionna entre Sarah et le bord du quai, sa position protectrice mais non menaçante. Ses yeux ne quittèrent jamais Ben, même lorsque Tom s'approcha lentement. Ce moment fit éclater quelque chose dans la poitrine de Sarah. Elle tomba à genoux, serrant toujours Ben, tandis que des sanglots secouaient son corps. Tom se déplaça rapidement pour la soutenir, tandis que Max se pressait contre elle, lui offrant chaleur et stabilité. « Laisse-moi t'aider », dit doucement Tom, sortant déjà son téléphone pour appeler à l'aide. « Tu n'es pas seule dans cette situation, Sarah. » Les heures suivantes passèrent dans un flou de procédures officielles et de voix inquiètes. Ben fut temporairement placé dans une famille d'accueil, les Henderson, un couple chaleureux avec des années d'expérience dans la prise en charge des enfants en crise. Max, refusant de quitter Ben, a été autorisé à les accompagner, son instinct protecteur étant reconnu et respecté par les travailleurs sociaux. Sarah a été admise au centre psychiatrique Riverside, où elle a commencé le long processus de confrontation avec son chagrin et sa dépression. L'approche douce de l'établissement et le personnel expérimentés l'ont aidé à comprendre que ses sentiments, bien que bouleversants, n'étaient pas inhabituels pour quelqu'un qui avait vécu une perte aussi profonde. Le docteur Rachel Martinez, sa psychiatre attitrée, a aidé Sarah à naviguer dans les couches complexes de son traumatisme. Au cours de leur séance, Sarah a commencé à comprendre comment le choc de la perte de David avait déclenché une grave dépression, aggravée par les hormones postpartum et l'énorme responsabilité d'être parent célibataire. « Tu n'as pas échoué en tant que mère, Sarah », lui a assuré le docteur Martinez lors d'une séance particulièrement difficile. « Tu luttes contre une situation impossible, et demander de l'aide est un acte de courage. » Les Henderson. Sarah a adoré être une bénédiction au-delà de toute mesure. Ils lui ont envoyé des mises à jour régulières sur les progrès de Ben, toujours avec des photos et des histoires sur le dévouement continu de Max. Le chien s'était autoproclamé gardien personnel de Ben, dormant sous son berceau et alertant les Henderson de toute détresse avant qu'elle ne se transforme en pleurs. Alors que les semaines de traitement se transformaient en mois, Sarah a lentement commencé à guérir. Le brouillard de la dépression s'est progressivement levé, lui permettant de gérer son chagrin de manière plus saine. Elle a commencé à tenir un journal, écrivant des lettres à David sur leur fils et ses difficultés. Chaque entrée est devenue une forme de thérapie, lui permettant de déverser son cœur sur l'homme qu'elle avait perdu. Parfois, les mots coulaient facilement, décrivant la dernière étape de Ben ou un souvenir qui avait fait surface de manière inattendue. D'autres fois, elle pouvait à peine écrire à travers ses larmes, la douleur de la perte toujours vive et vive. « Cher David », a-t-elle écrit un soir, la main tremblant légèrement. Ben a souri aujourd'hui, il a vraiment souri, pas seulement par réflexe.
Les Henderson ont envoyé une photo, et tout ce que j'ai pu voir, c'était toi. Il a tes fossettes, ce même pli autour de ses yeux. Comment puis-je mériter cette seconde chance? Comment puis-je apprendre à être la mère dont il a besoin alors que chaque regard sur son visage me rappelle tout ce que nous avons perdu? Les séances de thérapie avec le docteur Martinez ont aidé Sarah à comprendre que son amour pour Ben n'avait pas disparu, mais qu'il avait simplement été enterré sous des couches de chagrin et de traumatisme. Grâce à la thérapie cognitivo-comportementale et à l'accompagnement en deuil, elle a commencé à développer des outils pour gérer ses émotions et renouer avec son instinct maternel. Le deuil n'est pas linéaire, lui rappelait le docteur Martinez lors de leur séance. Il y aura des bons et des mauvais jours. La clé est d'apprendre à naviguer entre les deux tout en restant connecté au moment présent. Les progrès de Sarah se mesuraient en petites victoires. Elle a commencé à attendre avec impatience les nouvelles des Henderson au lieu de les redouter. Elle a commencé à poser des questions sur la routine quotidienne de Ben, ses préférences, son développement. Les photos de la dévotion inébranlable de Max lui ont fait pleurer et sourire, les premiers vrais sourires qu'elle avait connus depuis la mort de David. Les Henderson, John et Mary, se sont révélés être des gardiens temporaires exceptionnels. Ils comprenaient l'équilibre délicat entre le soutien aux besoins immédiats de Ben et le maintien de son lien avec Sarah. Ils ont créé un petit album photo qu'ils ont mis à jour chaque semaine, documentant non seulement les étapes importantes mais aussi les moments quotidiens, la première tentative de Ben de manger des aliments solides, sa fascination pour la queue remuante de Max, son visage paisible et endormi. Le rôle de Max dans la vie de Ben a continué à étonner toutes les personnes impliquées. Le chien semblait comprendre intuitivement ce dont Ben avait besoin à tout moment. Lorsque Ben apprenait à ramper, Max se plaçait juste hors de portée, encourageant le bébé à avancer. Pendant les siestes, il alertait les Henderson de tout changement dans la respiration ou le niveau de confort de Ben. Son dévouement est devenu une source de réconfort pour Sarah, sachant que même en son absence, Ben avait un protecteur si fidèle. Dans le cadre de sa thérapie, Sarah a commencé à faire de courtes visites supervisées avec Ben au domicile des Henderson. La première visite a été bouleversante, voir à quel point il avait grandi, entendre son bébé rire, le regarder interagir avec Max. Elle était assise dans leur salon ensoleillé, les larmes coulant sur son visage pendant que Ben jouait sur son tapis d'activité, Max n'étant jamais à plus de quelques mètres. « Il va tellement bien », lui a assuré Marie, lui offrant un mouchoir et une douce pression de la main. « Et il sait que tu es sa maman. Nous nous assurons de lui montrer ta photo tous les jours. » Ces visites sont devenues le point culminant de la semaine de Sarah, chacune un peu plus longue, un peu plus facile que la précédente. Elle a commencé à participer plus activement aux soins de Ben pendant ces moments-là, le nourrir, le changer, lui lire des livres que David avait choisis avec tant de soin pendant la grossesse. Max observait attentivement ces interactions, sa queue remuant chaque fois que Sarah montrait des signes de confiance en elle. Dr Martinez a aidé Sarah à gérer chaque visite, à gérer les émotions complexes qui ont fait surface. « Tu reconstruis ta relation avec Ben », a-t-elle expliqué. « C'est bien d'y aller doucement. Ce qui compte, c'est que tu avances. » La percée s'est produite de manière inattendue lors d'une de ses visites. Ben était agité, refusait son biberon et se tortillait dans les bras de Marie. Sans réfléchir, Sarah s'est mise à fredonner la même berceuse qu'elle lui avait chantée pendant sa grossesse. Ben s'est immédiatement tourné vers sa voix, les yeux écarquillés et scrutateurs. Lorsque Marie l'a délicatement transféré dans les bras de Sarah, il s'est calmé presque instantanément, sa petite main agrippant son doigt alors qu'il s'endormait. Ce moment a tout changé. Sarah a senti quelque chose bouger en elle, un mur s'écrouler, une lumière percer l'obscurité. Elle tenait son fils endormi, respirant son odeur de bébé, et pour la première fois depuis la mort de David, elle se sentait comme une mère. Max, sentant l'importance du moment, a posé sa tête sur son genou, les yeux pleins de compréhension. Les entrées du journal ont commencé à refléter ce changement. « David », écrivit-elle ce soir-là, de retour dans sa chambre à Riverside, « j'ai senti que tu étais avec nous aujourd'hui. Quand Ben s'est endormi dans mes bras, c'était comme si tu étais là, nous enveloppant tous les deux de ton amour. Je commence à comprendre que l'aimer ne signifie pas t'oublier, mais transmettre ton amour à travers lui. » Le rétablissement de Sarah a pris de l'ampleur après ce jour-là. Elle a travaillé avec diligence avec le docteur Martinez pour développer des stratégies d'adaptation aux moments difficiles qui se présentaient encore. Ils ont créé un plan détaillé pour son éventuel retour à la maison, comprenant un réseau de soutien composé d'amis, de membres de la famille et de professionnels de la santé mentale qui l'aideraient à faire la transition vers une maternité à temps plein.
Les Henderson sont restés une partie intégrante de ce système de soutien, proposant d'aider à la garde des enfants et promettant de rester impliqués dans la vie de Ben. Leur expérience avec les enfants en famille d'accueil leur avait appris l'importance de maintenir des liens et ils ont compris que Ben aurait intérêt à avoir d'autres adultes aimants dans sa vie. Le dévouement indéfectible de Max a continué à toucher tous ceux qui s'occupaient de Ben. Le chien était devenu plus qu'un simple animal de compagnie, il était un pont entre le passé et l'avenir de Sarah, un rappel vivant de l'amour qui avait créé leur famille. Sa présence a aidé Sarah à se sentir connectée à David tout en créant de nouveaux liens avec leur fils. À l'approche de la date de sortie de Sarah, elle a passé plus de temps à se préparer à la responsabilité de s'occuper de Ben à plein temps. Elle a travaillé avec un conseiller parental à Riverside, pratiquant des routines quotidiennes et apprenant à reconnaître ses propres déclencheurs. Le journal est devenu un endroit pour traiter ses peurs ainsi que ses espoirs. « J'ai peur, David », a-t-elle écrit un soir. « J'avais peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur. Mais ensuite je pense à la façon dont tu as toujours cru en moi, à la façon dont tu aurais voulu que je sois forte pour notre fils. Max veille sur lui comme tu l'aurais fait, et d'une certaine manière, cela me rend plus courageuse. Tout ira bien, n'est-ce pas? Différent de ce que nous avions prévu, mais bon. Le jour où Sarah est rentrée à la maison, elle a trouvé la maison transformée. Emma et Eleanor, maintenant rétablies, avaient travaillé ensemble pour ranger certaines affaires de David tout en gardant d'autres soigneusement exposées. Elles avaient créé un équilibre entre honorer sa mémoire et faire de la place pour de nouveaux départs. La chambre d'enfant est restée en grande partie telle que David l'avait conçue, mais avec des mises à jour subtiles. De nouvelles photos bordaient les murs, des photos de Ben avec les Henderson, avec Max et, plus récemment, avec Sarah. La pièce racontait l'histoire de leur parcours, reconnaissant à la fois la douleur et la guérison qui les avaient amenés à ce point. La transition de Ben vers la maison s'est faite progressivement, les Henderson aidant à maintenir sa routine pendant que Sarah se réinstallait. Max a repris ses fonctions de protection sans problème, partageant désormais son attention entre la mère et l'enfant avec une intuition remarquable. Il semblait comprendre quand Sarah avait besoin d'un soutien supplémentaire, se tenant près d'elle pendant les moments difficiles. Elle commença à se replier sur elle-même à quelques moments où à attirer son attention sur Ben. La première nuit seule avec Ben fut à la fois terrifiante et triomphante. Sarah suivit la routine du coucher qu'ils avaient pratiqué au bain, histoire, berceuse avec Max comme fidèle assistant. Quand Ben s'endormit enfin, Sarah s'assit dans le fauteuil à bascule que David avait adoré, observant le visage paisible de son fils dans la douce lueur de la veilleuse. « Nous l'avons fait, David », murmura-t-elle dans la pièce silencieuse. « Pas parfaitement, mais nous l'avons fait. » La queue de Max cognait doucement contre le sol, sa présence constante lui rappelant qu'elle n'était pas vraiment seule. Le chien était devenu un symbole de résilience, d'amour qui s'adapte et grandit même dans les moments les plus sombres. Son dévouement envers Sarah et Ben avait aidé à tracer un chemin à travers le deuil vers la guérison. Au fil des semaines, Sarah et Ben ont développé leur propre rythme. Il y avait encore des jours difficiles, des moments où le chagrin l'envahissait de manière inattendue, ou où la responsabilité d'être parent célibataire semblait écrasante. Mais elle avait appris à demander de l'aide quand elle en avait besoin, à s'appuyer sur le réseau de soutien qu'elle avait construit. Les Henderson sont restés proches, devenant les grands-parents honoraires de Ben. Ils organisaient régulièrement des dîners le dimanche, créant de nouvelles traditions qui honoraient à la fois le passé et le présent. Ces rassemblements sont devenus un témoignage de la famille qu'ils étaient tous devenus, non pas par le sang, mais par l'amour et l'expérience partagée. Max a continué d'être le fil conducteur de leur histoire. Il était là pour les premiers pas de Ben, restant suffisamment près pour stabiliser le bambin chancelant mais suffisamment loin pour lui permettre de prendre confiance. Il veillait à la sieste, jouait doucement à des jeux. UX de lancer la balle et semblait comprendre instinctivement quand Sarah ou Ben avaient besoin de réconfort supplémentaire. Le journal de Sarah est passé d'un lieu de deuil à une chronique de leur nouvelle vie. Elle a continué à écrire à David, partageant les réalisations de leur fils et sa propre croissance, mais les entrées sont devenues plus optimistes, plus axées sur l'avenir tout en honorant le passé. Ben a dit chien aujourd'hui, écrivit-elle un soir. C'était son premier vrai mot, et bien sûr c'était pour Max. Tu aurais adoré les voir ensemble, David. Max enseigne à notre fils l'amour inconditionnel, tout comme tu me l'as appris. Parfois, je te vois dans la façon dont Ben incline la tête quand il réfléchit, ou dans la façon dont il tend la main vers Max quand il n'est pas sûr de lui. Tu es toujours là avec nous, de toutes les manières qui comptent le plus.